Bonjour, bonsoir et bonne nuit si c'est le cas. Bienvenue au PodCab, le balado de l'action bénévole et communautaire de la vallée du Richelieu. Accueillons maintenant notre animatrice, Madame Louise Langevin. Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans le petit cagibi du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, deux organisatrices communautaires qui sont rattachées au CLSC de Belleuil. Alors, Véronique Goulet. Bonjour tout le monde. Et Amélie Favreau. Bonjour. Alors, vous êtes là depuis 3-4 ans dans ce CLSC-là. Et en fait, on voulait vous rencontrer aujourd'hui parce que en tant qu'organisatrice communautaire, c'est une bonne partie d'un CLSC, ça quand même, hein, c'est important, même si ça a été estompé un peu d'une année au fil des décennies, parce que les CLSC remontent des années 70, oui, si ma mémoire est bonne, oui, alors que vous n'étiez pas nés ni l'une ni l'autre, exact. Mais que moi j'étais sur la terre. Alors je veux savoir peut-être, on peut commencer avec Véronique. Qu'est-ce que tu fais actuellement là, des projets et tout ça? Donc, moi, je suis organisatrice communautaire depuis 3 ans et je suis dans le 6 au CLSC, dans le fond, depuis 3 ans aussi. Fait que je suis rentrée en remplacement comme organisatrice communautaire. Puis là, j'ai maintenant un poste permanent. On est trois organisatrices communautaires au CLSC des Patriotes, dont ma collègue Amélie et moi-même et notre collègue Pascal. Et on se répartit différents mandats entre nous trois, dont les tables de concertation. Oh, oui. Concerter avec qui, là, quand tu parles des tables de concertation, pour pas tout le monde qui sait qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Les tables de concertation, là, on se rassemble plusieurs partenaires autour d'une table, dont des partenaires municipaux, des partenaires communautaires, le réseau de la santé, le milieu de l'éducation, oui. Les municipalités, par exemple, des fois des représentants des députés aussi peuvent être présents. Donc, c'est vraiment différentes personnes interpellées par un sujet, là. Par exemple, il y a une table de concertation au niveau jeunesse, donc toutes les personnes qui peuvent être intéressées là, à réfléchir aux enjeux vécus par les jeunes peuvent joindre la table de concertation, là. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a plusieurs dans une année, par exemple? Il y a plusieurs tables de concertation. Il y a plusieurs tables de concertation. Les principales sur notre territoire, on a une table de concertation au niveau aîné, dont Véronique est présente à cette concertation-là. On a au niveau de l'immigration également, toujours Véronique de présent. Moi, de mon côté, j'accompagne la table de concertation jeunesse, la table de concertation au niveau des organismes de personnes handicapées également. Et on a aussi une table de concertation en petite enfance, donc plus le volet 0-5 ans, et une table de concertation au niveau de la solidarité alimentaire également. Il y a d'autres tables de concertation aussi sur le territoire, mais qui couvrent un territoire un peu plus large que le secteur du CLSC aussi, là. Fait il y a plusieurs tables de concertation. Les tables de concertation, les partenaires ensemble vont se réunir entre 4 et 6 fois par année, là, dépendant des concertations, là. Mais dans le CLSC de Belleuil, par exemple, il y a plusieurs services. Oui. Il y a le vôtre, organisation communautaire. Quels sont les autres services? Moi, j'en ai connu pour la santé. Oui, on pense souvent aux services comme les prises de sang, par exemple, qui se font au CLSC, des fois des petits suivis, changements de pansement, donc des services de santé. Mais il y a aussi toute une gamme de services au niveau social. Donc, par exemple, on peut rencontrer des travailleurs sociaux au CLSC quand on vit des problèmes personnels, donc des difficultés avec nos enfants, un deuil qui peut être difficile, ça peut être parce qu'on est dans un moment de transition, on peut... nous ou un de nos proches peuvent vivre des pertes d'autonomie, par exemple, en vieillissant. Fait qu'il y a des services, que ce soit des travailleurs sociaux, il peut y avoir des éducateurs spécialisés, il peut y avoir vraiment une panoplie de professionnels autour pour nous épauler puis nous aider à traverser ces différents défis-là. Puis ça, c'est ouvert à toute la population. C'est des services qui sont gratuits, puis peu importe ton statut économique, peu importe ta situation, mais tu peux faire appel là, au service du CLSC. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Véronique? La particularité des organisateurs communautaires, là, c'est dans le fond au 6, parce que dans le fond, le CLSC des Patriotes, on fait partie d'un tout.
On est dans le CISME, donc le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est. OK? Donc, en Montérégie, il y en a 6. Puis, on est répartis 3 organisateurs communautaires ou organisatrices communautaires par CLSC. Donc, on a 5, si je me trompe pas, 5 CLSC dans le CISME. Mm-hmm. Donc, on est répartis à peu près environ 3 à 5 organisateurs communautaires par CLSC, qui va faire un peu le même type de travail, qui va travailler vraiment avec les partenaires de du milieu. Donc, fait que c'est la particularité là que nous on a. Fait qu'on n'est pas beaucoup, on est une vingtaine pour l'ensemble du CIS comparatif. Le CIS de la Montérégie-Est, en fait, on est, je crois, aux dernières nouvelles, on était autour de 17 000 employés. Donc, 20 sur 17 000, c'est petit. Oui, en effet. C'est une petite équipe. Mais en même temps, on est quand même, même si on est une petite équipe, on est quand même en mesure de faire plusieurs choses. On en vient au vif du sujet. Alors, Amélie, si t'as souligné ça, donne-nous des exemples. Oui, de ce que vous faites. C'est quand même assez varié. Notre travail, on va toucher à plusieurs choses. On travaille au niveau, on est dans une logique de prévention, donc on n'offre pas des soins à personne, mais on va essayer de travailler pour améliorer le bien-être de la population. Pour expliquer, dans le fond, notre travail je vais vous raconter une petite histoire, si vous me permettez. Je vais la lire parce que je la connais pas par cœur, mais ça va vous donner une meilleure idée de tout le type d'action qu'on peut faire au quotidien en organisation communautaire. D'abord, c'est très varié ce qu'on peut faire dans une journée. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Suzy, qui est une organisatrice communautaire. Elle travaille au CLSC de la Vallée-Bleue. À travers son parcours, on va découvrir ce que c'est l'organisation communautaire. Donc, un jour, Suzy reçoit un appel d'un petit organisme qui s'appelle Solidarité Famille. Solidarité Famille est située dans une petite municipalité de 1200 habitants, Saint-Georgette-des-Pins. L'équipe de cet organisme est en difficulté. Confusion des rôles entre le conseil d'administration et la direction, il y a une diminution du financement, il y a une perte de bénévoles. Suzy va intervenir. Elle rencontre la direction, les membres du conseil d'administration et écoute leurs besoins. Elle va ensuite proposer un plan d'accompagnement au conseil d'administration. Elle peut offrir ou mettre en lien avec des organismes qui offrent des formations sur les rôles et responsabilités du conseil d'administration. Elle va réviser avec eux les règlements généraux ou les autres politiques de l'organisme. Elle va aussi soutenir les démarches auprès des différents bailleurs de fonds, mettre en contact l'organisme avec le centre d'action bénévole aussi. Il y a des enjeux de bénévolat. Comment ils vont réfléchir ensemble à comment on peut stimuler le bénévolat pour l'organisme. Grâce à l'appui, à l'accompagnement de Suzy, au fil des semaines, l'organisme va retrouver sa stabilité. Mais le travail de Suzy, il s'arrête pas là. Dans son analyse auprès de l'organisme, elle va constater que l'organisme seul est limité dans le support qu'il peut offrir aux familles de la ville, qui ont souvent très peu de ressources. Elle va constater aussi que la municipalité est un désert alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commerce d'alimentation à proximité. Les gens, ils peuvent pas aller à l'épicerie dans leur ville. Elle va donc lancer une table de concertation locale. Elle va animer les rencontres, créer des ponts entre des partenaires, des écoles, des municipalités, des citoyens, des organismes. Et ensemble, ils vont lancer un projet d'épicerie solidaire pour répondre à l'insécurité alimentaire. C'est en se côtoyant dans la mise en place du projet que les différents partenaires vont apprendre à tisser des liens et des collaborations entre eux, et même à l'extérieur du projet. Suzy est aussi en contact avec un groupe de citoyens de Saint-Georgette. Les citoyens souhaitent s'impliquer dans leur région. Elle va soutenir leur mobilisation et ensemble, ils décident de créer un jardin communautaire annexé à l'épicerie solidaire. Des ateliers de cuisine collective vont également être proposés avec la collaboration de l'organisme Solidarité Famille qu'elle a soutenu un peu plus tôt. Elle va discuter avec la municipalité pour développer un service de navette qui va permettre aux citoyens de se rendre à l'épicerie solidaire et au jardin. Résultat, les citoyens vont avoir une meilleure alimentation, il va avoir davantage de liens sociaux et un accès facilité aux ressources. C'est tous des déterminants de la santé, donc des choses qui vont aider à la santé de la population. Finalement, Suzy va collaborer avec son équipe au CLSC aussi. La collaboration, c'est pour mieux comprendre les besoins de la population. Elle participe à la mise en place du programme Agerto pour le développement des enfants, qui est un programme au CLSC. Considérant l'éloignement géographique de Sainte-Georgette, Suzy va mettre en relation la chef d'équipe d'Agerto avec l'organisme Solidarité Famille
afin de pouvoir réaliser des rencontres d'Agirto à même les bureaux de Solidarité Famille. Ça évite aux gens de devoir se déplacer loin pour aller au CLSC. Mm-hmm. Donc, avec cette histoire-là, ben dans le fond, ce qu'on Ça voit, explique un peu la diversité de nos oui, rôles. là, c'est compliqué. Moi, j'avais une question. Oui. Amélie, alias Suzy, hein? Est-ce que tu parviens à dormir dans une journée? Est-ce que tu travailles Mais c'est pas tout 24 dans heures une par journée. jour? Dans une journée, c'est au fil des semaines, ça peut être dans une année, des fois plusieurs années. Mais oui, c'est comme, c'est particulier parce que dans la même journée, on peut à la fois, être dans une rencontre, animer une table de concertation pour soutenir un projet, puis après ça, avoir un appel d'un groupe de citoyens et là, se diriger complètement vers d'autres choses pour finalement aller le soir dans un conseil d'administration pour réfléchir à comment fonctionne l'organisme. Fait que ça peut être très varié dans une même journée ou au fil des semaines. Et donc, c'est des fois plusieurs petits tiroirs dans notre tête ouverts en même temps, mais on finit par se faire un petit plan de match, puis nos collègues aussi, on en discute beaucoup entre nous pour voir, OK, on est tous sur la même longueur d'onde, y a-t-il des choses que j'ai oubliées, y a-t-il des choses que je pense pas, fait que ça l'aide beaucoup là, à notre travail, vu l'étendue des axes qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire, là, que ce soit soutien à un organisme, soutien, développement des communautés, responsabilité... on appelle ce que la responsabilité populationnelle du CLSC, donc le CLSC qui est responsable de la santé de l'ensemble de sa population. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est très varié, il y a plusieurs types de choses, mais ça donne une petite idée là, de notre travail. Et Véronique, veux-tu ajouter quelque chose à tout ça? Ben, c'est de là aussi, tu sais, dans le fond, au niveau... c'est comme l'organisation communautaire, c'est quand on parlait de travailler en prévention, de travailler en concertation, c'est sûr que ça demande plus de travail. Hein? On s'entend que c'est beaucoup plus... ça demande plus d'énergie, mais au bout du compte, les résultats sont super intéressants parce que dans le fond, on travaille en collaboration avec d'autres personnes et on peut aller plus loin dans la recherche de solutions. Fait que c'est ça qui nous alimente dans notre travail. Oui. Hein? C'est vraiment ça parce qu'on voit ce que ça peut faire la différence. Puis tout ce qui est, dans le fond, on est beaucoup aussi en soutien en tout cas à l'interne aussi pour faire valoir à quoi correspond le milieu communautaire aussi dans le réseau de la santé. Vu qu'on fait beaucoup le pont avec le milieu communautaire, on est beaucoup les personnes qui essayent de faire valoir puis de mieux comprendre aussi le milieu communautaire à l'interne. Fait que ça, c'est une de nos particularités aussi parce qu'on est beaucoup celle qui est en lien étroit avec le milieu communautaire et le milieu municipal aussi. Là. C'est un de nos partenaires aussi qu'on a. Donc, la connaissance du territoire est un de nos... la fine connaissance du milieu, du territoire, de bien connaître les différentes particularités sur notre territoire. Puis tu sais, notre territoire, nous autres, le CLSC des Patriotes, c'est quand même vaste. Hein? Ça va, c'est toutes les villes sur le bord du Richelieu, incluant Saint-Bruno. Donc, des particularités pour chaque municipalité aussi. Donc, on a cette connaissance-là aussi. Oui, la réalité d'une petite municipalité comme sur notre territoire, comme Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, va être très différente de la réalité de Belleuil ou de Saint-Bruno, Saint-Hilaire. Donc, faut avoir connaissance de ces particularités-là quand on veut soit soutenir la population ou mettre en place un projet, un programme. Faut avoir cette connaissance-là, puis c'est là qu'on vient jouer notre rôle, là. Mais si je repense, chacune, vous avez 3 et 4 ans d'expérience dans le CLSC de Belleuil. Pouvez-vous nous donner des exemples de projets que vous avez contribué à démarrer et qui roulent encore et les résultats que vous avez? Oui, ben c'est des projets souvent qui sont sur plusieurs années. Donc, des fois, c'est des projets qui ont été lancés par des collègues qui étaient là avant nous. Hein. Moi, quand je suis arrivée, les personnes qui étaient là, ça faisait plusieurs dizaines d'années qui étaient là. Les 3 qu'on remplace. Ils ont pris leur retraite. Il y en a qui ont pris il y en a 2 qui ont pris leur retraite, puis il y en a une autre qui a quitté pour d'autres fonctions dans le CLSC, mais c'était vraiment tout un bagage d'expérience. Donc, on a essayé de prendre le relais sur certaines choses. Il y a des choses qu'on a continué, il y a des choses qu'on a créé aussi depuis qu'on est là. Mais c'est sûr que dans les projets, il y a un projet
qui est, je disais un exemple d'épicerie solidaire tout à l'heure, mais il y a un projet sur notre territoire qui s'appelle le marché agroalimentaire La Récolte, qui est un marché public mobile qui se promène à travers différentes villes de la région. Un petit autobus, une espèce de pas d'autobus. Oui, c'est une petite roulotte, là. Une roulotte. Oui, c'est ça. Ben, à la base, ce projet-là était initié par différents partenaires communautaires. On a travaillé à la mise en place de ce projet-là, puis maintenant, c'est un projet qui est autonome. Donc, c'est un organisme communautaire qui est complètement indépendant, un organisme non lucratif qui est indépendant, mais à la base, c'était un projet concerté d'acteurs au niveau alimentaire, entre autres, parce que justement, il y avait des endroits où il n'y avait pas accès à l'alimentation, des aliments qui étaient frais et sains. Et pourtant, sur notre territoire, on est un territoire agricole, il y a beaucoup de producteurs, d'agriculteurs, mais on n'arrive pas à avoir des aliments locaux sur notre territoire, donc ça venait aussi jouer ce rôle-là, cette épicerie-là. Fait que ça, c'est un exemple qui a été mis en place. On a organisé des événements aussi, plusieurs événements. Il y a des fois des salons qu'on peut organiser, salon de la famille, salon des aînés. Il peut y avoir... dans le fond, chaque table de concertation a souvent des comités de travail sur des priorités de l'année en cours. Fait que dans le fond, il y a des actions qui vont être mises en place avec des partenaires et parfois par la suite, c'est un organisme en soi qui va poursuivre le projet, qui va comme l'inclure plus dans sa programmation. Qui devient autonome. Et donc, là, vous êtes contente parce que, ça roule toute seule. Ben, notre travail, nous, on vise vraiment l'autonomie des gens, que ce soit des personnes, des citoyens ou des groupes communautaires. On vise à ce qu'ils soient le plus possible, qu'ils tendent vers l'autonomie. C'est sûr qu'il peut y avoir des étapes. Des fois, on peut faire, au début, on va commencer par faire avec les personnes, puis de plus en plus, quand il vient y avoir des personnes qui vont porter les choses, ben, ils vont tendre vers l'autonomie. Puis pour nous, de se retirer parce que les gens sont solides, ben, c'est une victoire. Tout à fait, absolument. Mais tu sais, plus tôt dans la conversation, vous m'avez précisé dans quel domaine chacune... Bon, toi, tu étais, entre autres, les jeunes. C'est un de tes sujets sur lesquels tu as travaillé. Véronique, toi, est-ce qu'il y a quelque chose dans tes projets? Tu dis, ça, c'est un projet formidable, je suis contente. Alors, moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. On est présentement en train d'organiser un comité Salon des aînés, donc avec la table aînée, pour rejoindre la population, pour mieux connaître les ressources du territoire. Et aussi, fait que ça permettrait, là, fait que ça, c'est vraiment un projet, là, qui est sur la table, là, pour la prochaine année. Fait que ça mobilise l'ensemble des acteurs aussi. ADOC, entre autres, j'imagine, elle doit être là-dedans. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, au niveau de la table des aînés, on a plusieurs partenaires, là, autour de la table. On a les élus municipaux, on a des organismes communautaires, dont le CAB. Donc, les centres d'action bénévoles sont tous présents au niveau de la table des aînés. On a les policiers communautaires. Donc, on est 20 à 30 personnes là, qui se rencontrent là, 5 fois par année pour développer des projets concertés et de voir un peu c'est quoi les enjeux que les aînés vivent sur notre territoire. Puis sont où un peu les trous qu'on pourrait mettre en place des nouvelles actions sur notre territoire. Ouais, puis je pense ici au CAB, par exemple, ils ont les repas pour les aînés qui vont à la maison, il y a le dépannage alimentaire, mais puis les visites amicales, les téléphones, les petites courses, ça s'adresse aux aînés. Fait que j'imagine que chaque centre d'action bénévole a ses activités, ses services spécifiques, et ça alimente vos actions, dans le fond, tes actions, toi, dans ce domaine-là. Exact. Dans le fond, chaque membre, souvent, au début de la rencontre, on va faire un tour de table pour se connaître, parce que, tu sais, on le sait, il y a souvent du roulement partout, donc ça nous permet de se connaître, puis de voir un peu, qui fait quoi, c'est quoi un peu les nouveautés dans vos organismes, puis souvent, ça fait en sorte qu'il y a certaines collaborations qui se fait lors des tables de concertation parce que les gens se connaissent. Ça donne une occasion de se connaître puis de s'asseoir ensemble. Puis lors de la pause, là, ça habitue sur plein d'idées de projets. Fait que oui, la table est comme un prétexte pour se voir. Puis donc, il y a des projets qui vont partir de la table, mais il y a des projets aussi à l'extérieur de la table qui vont voir le jour.
mais que la table est comme un prétexte pour se rencontrer, collaborer, avoir une ouverture là vers les autres pour voir un peu comment qu'on peut améliorer les conditions de vie des aînés, par exemple, sur notre territoire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'aînés sur le territoire. J'en suis une, d'ailleurs. Oui. Mais il y a donc beaucoup plus de besoins sur le plan médical, sur le plan social, l'isolement des aînés, l'alimentation, tout ça, là, le problème aussi de la médication excessive. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous autres, vous avez des liens avec les infirmières. Les infirmières aussi au CLSC. Oui. Qui sont supposées, ou y a-tu des pharmaciennes ou pharmaciens? Pas dans les CLSC comme tel, dans les hôpitaux, oui, mais pas dans les CLSC. Parce que c'est ça, je connais des pharmaciennes qui sont très inquiètes de voir des personnes âgées qui prennent 15 médicaments dans la même journée, là. On pense pas aux interactions et tout ça, mais ça doit se parler un peu dans vos tables de concertation. Ben, tu sais, dans le fond, c'est les membres qui amènent les enjeux qu'ils veulent discuter. Puis après ça, ben, c'est de voir, des fois, nous, on peut être la porte d'entrée. Des fois, on représente pas le réseau dans nos tables de concertation, mais on peut être quand même une porte d'entrée pour aller cogner à la bonne porte. C'est qui les bonnes personnes, selon l'enjeu qu'on vit sur le territoire, à qui qu'on pourrait parler pour essayer de faire bouger les choses. Ouais. Mais dans un CLSC, tu as toute une direction aussi, une sous-direction, j'imagine. Mm-hmm. Quand vous avez des projets, est-ce que vous devez avoir l'accord de la direction? Comment ça fonctionne en lien avec... Ça dépend vraiment des projets, des situations, des choses. Généralement, on est assez autonome là, dans notre travail. On va travailler, dans le fond, notre employeur nous fait confiance, puis c'est selon les besoins du milieu. Hein. Si le milieu, si que ce soit des organismes, peu importe, les différents partenaires souhaitent aller dans une direction, ben nous, on va accompagner vers la direction qu'ils veulent aller. Par contre, c'est sûr qu'on doit travailler des fois, justement, quand ça implique le réseau de la santé, par exemple. Si on pense que ça pourrait être pertinent là, qu'ils viennent s'asseoir à une rencontre, mais on va travailler avec ces directions-là aussi là, pour les mobiliser, pour les sensibiliser à la situation, puis qu'ils viennent s'impliquer aussi. Fait que oui, il y a des choses, puis là, il y a différentes directions dans notre établissement aussi, mais il y en a avec lesquelles, pour certains projets, entre autres, moi, dans ma situation, j'accompagne un comité qui vise à inclure davantage les enfants qui ont des besoins particuliers dans les camps de jour. Mais ça se fait, oui, avec les camps de jour municipaux, mais ça se fait beaucoup avec la direction qui travaille avec les personnes qui ont des déficiences physiques, intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça se fait avec aussi avec le centre de services scolaires également. Donc, on va aller solliciter les bonnes directions quand on a besoin de leur appui, là. Tu sais, c'est vraiment les projets de la communauté. C'est pas nos projets personnels. Ouais, fait que, tu sais, on peut avoir des fois des visées. On aimerait telle chose, mais on y va vraiment selon le rythme du milieu. Puis on est vraiment là en accompagnement. Donc, tu peux pas te faire pousser une fleur en la tirant. C'est exactement. bien connu comme image. Hein? Exactement. On l'a tous en tête. Mais qu'est-ce que c'est vos projets d'avenir, par exemple? Vous désirez continuer ce type de travail-là? Vous avez l'air absolument enthousiaste. Plein de on passion. l'espère. En tout cas, on l'espère. On a plein d'idées. Oui. Hein? On est une nouvelle équipe. Hein? Ça fait pas très longtemps qu'on est là. Notre autre collègue elle est là depuis 2 ans. Oui. C'est une femme aussi. C'est une femme aussi. On est 3 femmes. On est 3 qui sont là depuis 4 ans maximum. Donc, on voit plein de potentiel. On a plein d'idées. Bon, on est une équipe qui se complète bien. Merveilleux. Aussi. On a chacun nos forces. Ouais. Donc, mais on peut pas être partout. Donc, non, ça a l'air. Fait qu'on va voir selon ce qu'on priorise. Mais on aimerait beaucoup être plus en contact avec les citoyens et citoyennes sur notre territoire. Ça, c'est vraiment un de nos... on est beaucoup en contact maintenant avec les groupes communautaires, mais on aimerait vraiment beaucoup plus s'approcher des citoyens et citoyennes pour... parce qu'on peut accompagner des groupes de citoyens, on peut accompagner des projets des projets citoyens. Donc, ça, c'est un de nos souhaits. Hein, oui, donc supposons que des citoyens vivent un défi, peu importe lequel, a une idée, un projet, puis c'est quelque chose qui s'adresse à plus qu'une personne. Hein. On travaille pas de façon individuelle, donc c'est quelque chose, par exemple, je sais pas, moi, il y a sur un transport. Il y a un enjeu de transport sur le territoire. Ils peuvent pas se rendre à tel endroit.
un exemple très frappant dans notre communauté, ben si tu es un étudiant du cégep, de l'université, tu habites en ruralité, ça devient difficile de te rendre à tes études postsecondaires. Fait que là, ils sont plusieurs à vivre un enjeu commun, ben ils peuvent nous appeler, puis nous, on va les soutenir dans leur démarche, donc d'essayer d'identifier c'est quoi le besoin, c'est quoi qu'on peut faire comme action, qui on devrait interpeller dans cette situation-là, comment qu'on se mobilise, comment qu'on développe un argumentaire pour venir adresser cet enjeu-là, que ce soit, par exemple, dans cette situation-là, ça pourrait être auprès du monde municipal, ça pourrait être auprès de la société de transport, ça peut être auprès de différentes personnes, donc comment qu'on développe nos arguments, puis vers quoi qu'on veut se diriger. Mais ça peut être, ça c'est un enjeu de transport, mais ça pourrait être aussi simple aussi que dans une situation où, il y a pas de parc dans notre région, il y a pas de parc ou notre parc est désuet. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen quand on constate ça? À qui on peut s'adresser? Fait que c'est assez varié comme besoin, mais dès que ça touche plusieurs personnes, ben on peut être interpellé. J'avais aussi une question qui me trottait dans la tête, c'est au niveau des résultats. On a des résultats, vous voyez. Bon, un premier résultat, c'est quand un groupe partez quelque chose, puis le groupe devient autonome et continue le projet, là, par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures possibles que vous utilisez pour vérifier si votre travail rapporte quelque chose au niveau pour la population, là? Une bonne question. Il existe quand même certains indicateurs au niveau de la santé publique ou d'autres qui vont dire que, puis là, j'ai pas les chiffres officiels, mais par exemple, $1 investi équivaut dans tel type de projet équivaut à X montant de gagné au niveau de la santé. Il existe différentes choses comme ça, mais on travaille pas vraiment dans cette perspective-là de notre côté. Puis oui, d'amener qu'un organisme soit créé puis devienne autonome puis qui fonctionne bien, ça peut être un indicateur, mais il y a beaucoup plus de choses. Puis justement, des fois, les projets sont sur des années. Il faut pas se décourager parce que au bout d'un an, il se passe toujours rien. Puis des fois, il y a des allers-retours, il y a des fois, on recule de plusieurs pas, mais juste d'asseoir le monde puis commence à vouloir collaborer ensemble, c'est une réussite en soi, là. Oui, parce que, tu sais, comme tantôt on disait, mentionner une de nos visées, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes, puis de réduire les inégalités sociales de santé. Je sais pas si c'est clair, là, à quoi ça correspond, les inégalités sociales de santé. Ben, tu sais, ça veut dire que deux personnes peuvent avoir complètement pas les mêmes chances dans une vie. Selon selon ton revenu, selon le lieu de résidence, selon ton environnement, selon ton niveau d'éducation. Donc, c'est pas juste côté génétique, médicaments ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Fait que c'est ça qui va faire en sorte... Nous, on va essayer de travailler, Amélie parlait tantôt des déterminants sociaux de la santé, pour faire en sorte d'essayer de réduire cet écart-là. Oui. Mais on est un élément parmi plein d'autres politiques ou actions qui ont été mises en place. Fait que c'est dur de dire que notre action a permis de réduire les inégalités sociales de santé automatiquement. Mais on va être un élément qui va aller vers ce sens-là. En tout cas, on l'espère. Oui. On le souhaite. Ouais, mais tu sais, il y a une nouvelle dernièrement là, qu'on entend à la radio. À travers le Canada, l'obésité a augmenté depuis la COVID et même un petit peu avant. Hein? Et moi, des fois, je rêve que la prévention, vous êtes en prévention. Et je suis pas la seule, et sûrement que vous êtes vous allez dans le même sens. Je vais à la pharmacie, puis quand j'arrive pour payer le comptoir chez Jean Coutu, par exemple, c'est plein de chocolat, de chips, de tout ça. Tout ce qu'il faut ne pas manger pour être en santé. Parce que dans la prévention, t'as l'alimentation au départ, là, tu sais. Mais comment faire, vous qui êtes dans la prévention, vous devez vous poser des questions, vous dire peut-être le gouvernement, à quel palier de gouvernement que ça devrait se faire? Il y a nous, on est des acteurs terrain, on travaille avec les personnes, les partenaires, mais il y a des chercheurs qui sont là, entre autres au niveau de la santé publique. Donc, chaque établissement, chaque région a des directions de santé publique, une direction de santé publique aussi au niveau des ministères, et ils font des recherches là-dessus sur qu'est-ce qui est les meilleures options, les meilleures approches de prévention. Donc, il y a des personnes qui sont peut-être qui ont plus de connaissances ou plus de recherche derrière la cravate pour venir expliquer les meilleures choses. Nous, on essaye d'en tenir compte le plus possible, mais d'influencer nos partenaires vers là, mais on fait pas... Il y a plusieurs
il y a plusieurs possibilités aussi. Tu sais, quand on parle de prévention, ben il y a différentes approches de prévention. Il y a des aussi qui existent. Il y en a que ça va être des préventions très ciblées envers une personne, d'autres des choses plus générales au niveau de l'alimentation. Bon de restreindre l'accès, mais il y a aussi... est un exemple, là. Oui, ça peut être de restreindre l'accès à, par exemple, là, quelques années, là, il y avait un gros enjeu au niveau des boissons énergisantes chez les jeunes. C'est venu à mettre une réglementation, à réfléchir, je sais même pas si c'est en place, mais il y avait... Dépendant proche des écoles. Des écoles, puis il y avait de mettre ça 18 ans... Est-ce qu'on met ça 18 ans et plus, les boissons énergisantes, par exemple? Il y avait toute cette réflexion-là qui était derrière. Mais fait qu'il y a de réduire l'accès, mais il y a aussi de faire un accompagnement avec les personnes pour... Ben ça existe. Comment qu'on peut avoir une consommation responsable, au même titre que, ben si tu caches à tes enfants toute leur vie des bonbons, ben le jour où ils vont tomber, qu'ils vont aller chez le voisin, puis qu'il y a un buffet de bonbons, ils risquent de tomber dedans. Bourrer la face, oui. comme on dit. Fait qu'il y a plusieurs approches possibles en prévention, fait qu'on essaie de naviguer à travers tout ça, là. T'sais, on travaille beaucoup en collaboration avec la santé publique. Puis, on peut... nous, c'est la santé publique régionale, donc qui est pour l'ensemble de la Montérégie. Donc, ils peuvent nous accompagner sur certains éléments là plus qui demandent une plus grande expertise. Puis cet enjeu-là que vous parlez de pharmacie, ça pourrait être amené aussi comme un enjeu, supposons, à une table de concertation, puis de voir les partenaires, est-ce qu'on met une action en place, est-ce qu'on fait de la sensibilisation, est-ce que ça peut être à différents niveaux. Mais on pourrait même faire venir des pharmaciens qui sont pas nécessairement des partenaires à la table de concertation, mais des pharmaciens pour nous parler de eux, ce qu'ils observent à la table de concertation, puis de là partir quelque chose avec eux. Ouais. Augmenter le prix du junk food, comme on dit en bon français, là, les choses qui font les pseudo-aliments qui font juste engraisser. Mais c'est augmenter le prix de ça ou diminuer le prix des produits santé? C'est ça. Aussi, parce que des fois, l'option junk food est beaucoup plus économique que l'option santé. C'est ça, exactement. Alors, il faudrait diminuer le prix des... Mais ça prend... c'est un autre problème. Ça, c'est un autre... c'est plus haut que nous. On connaît des pays, la Suisse, entre autres, qui subventionne largement ses cultivateurs bio. Que c'est beaucoup le bio. Ici, il n'y a pas beaucoup d'aide, là, vraiment, ou à peu près pas, là, pour les cultivateurs bio. Pour terminer, avez-vous un souhait, par exemple, à formuler pour l'avenir des CLSC? Parce qu'elle a évolué, ça a évolué, les CLSC, depuis les 30, mon Dieu, même 40 dernières années, hein, on est rendu loin, là. En fait, on souhaite que les CLSC demeurent présents. Ça, c'est sûr. Et au départ des CLSC, c'était des directions beaucoup plus à petite échelle. Donc, il y avait un responsable de chaque CLSC. On visait à ce qu'il y en ait plusieurs partout. Il y avait... Mais et là, au fil des années, il y a eu des fusions, tout ça, qui ont apporté certains bienfaits aussi. Les fusions, là, c'est pas complètement à rejeter. Ça a permis une certaine mutualisation des ressources, donc mettre en commun certaines choses. Il y a du bien là-dedans. Mais dernièrement, il y a quand même un souhait de revenir vers une vision de proximité. Donc, même si on est fusionné, éventuellement, on va se diriger vers Santé Québec, peu à peu, que c'est l'ensemble du Québec. Mais il y a quand même un plan d'action pour vers l'approche de proximité, par exemple, pour qu'il y ait des responsables de proximité à l'intérieur de chaque établissement. C'est inscrit dans la loi, dans un plan d'action. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite qu'il soit mis en place. C'est dans les visions. Après ça, comment ça va se faire, dans combien de temps, ça, on n'a pas les réponses, mais c'est quelque chose qui est quand même visé par... sur la table, comme on dit. Oui. Et je crois que l'organisation communautaire a encore sa place, là, aussi, dans les CLSC pour travailler davantage en collaboration, parce que, la population est vieillissante, la population a de plus en plus de besoins. Donc, on doit vraiment travailler tout le monde ensemble pour se tenir par la main puis essayer de voir comment on peut travailler aussi différemment aussi. Oui. Parce que il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent. L'immigration, entre autres. Je sais pas si c'est il y a une table de concertation d'immigration sur notre territoire c'est aussi. C'est nouveau, ça, parce qu'avant, il y en avait pas, là. En dehors de Montréal, il y a pas beaucoup d'immigrants, là. Mais il y en a maintenant. Oui, exactement. Puis il faut s'assurer de bien les accueillir, ces personnes-là, parce qu'ils ont le droit d'être là, puis ils ont le droit d'avoir une belle vie. Donc, comment qu'on peut
s'assurer qu'on est une société qui est accueillante. Et qu'on réussit à les intégrer Oui. à la langue française, à notre culture, autant que possible, tout en conservant la leur. On comprend très bien que des immigrants veuillent... ils ont baigné dans leur culture, mais en même temps, c'est l'espèce de passage qui doit se faire en partie avec ce que nous, on peut apporter. Puis la connaissance aussi, tu sais, la table d'immigration, c'est beaucoup la connaissance aussi au niveau des intervenants aussi par rapport à la population immigrante, tu sais, on est plus ou moins outillés, donc ça aussi, là, ça... Tu sais, oui, les immigrants qui viennent ici, mais aussi nous, comment qu'on peut... Faut les recevoir, oui, exactement. Faut les aider. Exact. On a juste à voir le film à partir de l'arrivée de Kim Thuy et sa famille du Vietnam. Oui. C'est tellement, tu vois, un village entier ou une partie d'une ville. Je pense qu'ils sont arrivés à Granby, hein, c'est ça. Et là, il y a eu du support, de l'aide. Enfin, on nous montre ça tout beau, mais elle-même, elle témoigne que il avait été tellement bien accueilli que c'est pas pour rien qu'elle s'est mis à écrire en français, alors qu'elle n'avait pas nécessairement cette langue-là. On se souhaite que ce soit un exemple qui se multiplie, hein. En tout cas, vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, mesdames. Et je vous admire beaucoup. Et je suis pas la seule, je suis certaine. Alors là, on sait tout ce que vous faites. Puis s'il y a des gens qui ont écouté, ben ils peuvent faire appel au CLSC et à l'organisation communautaire, quel que soit leur village ou la problématique qu'ils vivent. À ce moment-là, ils ont des chances d'avoir une réponse. Ou sinon, si on n'est pas les bonnes personnes, on va les aider à trouver la bonne personne. Oui, parce que vous êtes aussi des personnes aux ressources. Exact. Vous connaissez toutes les ressources possibles et donc vous pouvez les informer. Tout à fait. Exactement. Merci infiniment. Ben, merci. Au nom du CAB, on est très heureux de vous avoir reçus. Et vraiment, vous avez des vies palpitantes. Et merci beaucoup de l'invitation. Oui. C'est vraiment très apprécié. Oui. Merci et bonne suite. Merci. Bonne journée. La musique provient de bensound.com.